Je suis Aurélie, 30 ans. Grandir dans la maison Thompson signifiait comprendre ma place très tôt. J'étais le bouc émissaire, celle qui ne pouvait jamais rien faire de bien, tandis que mon frère Denis était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Notre dynamique était établie bien avant que j'aie les mots pour la décrire. Mon père, Henri, un avocat d'entreprise prospère, avait des attentes spécifiques pour ses enfants. Denis les remplissait parfaitement. Athlétique, doué académiquement, et surtout disposé à refléter la personnalité agressive de notre père. Je ressemblais plus à ma mère Élise physiquement, mais pas en personnalité. Là où elle était heureuse d'appliquer les règles de mon père et de maintenir la hiérarchie familiale, je remettais les choses en question, ce qui faisait de moi la fauteuse de troubles de la famille. Aurélie ne comprend tout simplement pas comment se comporter correctement. Ma mère disait aux parents lors des rassemblements familiaux, secouant la tête avec une déception pratiquée. Pas comme notre Denis. À 16 ans, j'avais développé une carapace protectrice. J'avais appris à me rendre invisible à la maison, gardant la tête baissée et comptant les jours jusqu'à ce que je puisse m'échapper. Quand j'ai rencontré Jason durant ma première année d'université, il semblait être mon ticket pour la liberté. Il était gentil, attentionné, et surtout, il me voyait. Vraiment me voyait. D'une façon que ma famille n'avait jamais eue. Nous nous sommes mariés quand j'avais 20 ans, bien trop jeune mais désespérée d'avoir ma propre famille. Mes parents ont assisté à notre modeste mariage avec des sourires crispés et des critiques à peine voilées sur tout, de ma robe à nos vœux. Denis, déjà en train de gravir l'échelle corporative à 22 ans, avait apporté un cadeau coûteux et fait un discours qui semblait soutenant, mais était imprégné de condescendance. Je n'aurais jamais pensé que ma petite sœur trouverait quelqu'un disposé à l'apprendre. Il avait plaisanté sous des rires gênés. « Bonne chance, Jason. Tu en auras besoin. » Pendant un moment, j'ai cru avoir échappé. Jason et moi nous sommes installés dans un petit appartement et j'ai fini mes études en communication tout en travaillant à temps partiel. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Quand je suis tombée enceinte de Léa à 24 ans, j'ai eu l'impression que tout se mettait enfin en place. Léa est arrivée un mardi matin pluvieux, 3,2 kilos de pure joie avec les yeux bleus de son père et mes cheveux noirs, la tenant. J'ai fait une promesse silencieuse qu'elle saurait toujours qu'elle était aimée exactement comme elle était. Elle ne remettrait jamais en question sa valeur comme j'avais été forcée de remettre en question la mienne. Les premières fissures dans mon mariage sont apparues quand Léa avait 3 ans. Jason a commencé à travailler tard, devenant distant. J'ai trouvé des messages textes de quelqu'un nommé Karine sur son téléphone. Quand je l'ai confronté, il l'a d'abord nié, puis a admis une liaison de 6 mois avec une collègue. Nous avons essayé la thérapie de couple, mais son cœur n'y était pas. Quand Léa a eu 4 ans, nous étions divorcés. Je n'ai pas dit à ma famille pour la liaison. J'ai simplement dit que nous avions évolué séparément, sachant qu'il transformerait d'une façon ou d'une autre l'infidélité de Jason en mon échec. Ma mère a réussi à faire exactement cela. Les hommes ne quittent pas les foyers heureux, Aurélie. Elle a dit au téléphone. Qu'est-ce que tu as fait pour le repousser? La monoparentalité a apporté des défis financiers que je n'avais pas anticipés. Mon travail d'assistante administrative chez Madison Marketing couvrait à peine notre loyer et la garde d'enfants. Occasionnellement, je devais ravaler ma fierté et demander de l'aide à mes parents pour des dépenses inattendues, une réparation de voiture, une facture médicale ou des fournitures scolaires pour Léa. Chaque fois, l'argent venait avec une leçon sur la responsabilité et les mauvais choix de vie. Pendant ce temps, la vie de Denis semblait parfaite de l'extérieur. Il était devenu le plus jeune vice-président de sa firme financière. Il a épousé Nathalie, une pédiatre d'une famille aisée, et il vivait dans une maison tentaculaire en banlieue. Ils n'avaient pas d'enfants, se concentrant d'abord sur nos carrières. Denise expliquait, « Mais mes parents les tenaient toujours comme l'exemple de succès auquel je devrais aspirer. Si seulement tu t'étais appliqué comme ton frère, mon père disait chaque fois que je visitais. Tu aurais pu avoir quelque chose à montrer pour toi-même. Malgré tout, je voulais que Léa connaisse ses grands-parents et son oncle. Les enfants méritent des connexions familiales, je pensais. Même si je devais agir comme un tampon entre eux et la toxicité avec laquelle j'avais grandi. Alors, quand la réunion de famille annuelle chez le chalet de mes parents au lac a approché cet été, j'ai décidé d'y assister pour la première fois en 3 ans. Tu es sûre de ça? Mon amie Tara a demandé quand je lui ai dit mes plans. Ces gens n'ont jamais été de ton côté. C'est encore de la famille? J'ai répondu, bien que mon estomac se nouait à cette pensée. Et Léa adore le lac. Je peux gérer un week-end pour elle. Léa était extatique à propos du voyage. À 6 ans, elle était un paquet d'énergie et de curiosité, avec une passion pour le chant qui remplissait notre petit appartement à toute heure. Elle avait mon entêtement et une confiance que j'enviais, n'ayant pas peur d'occuper l'espace d'une façon dont je n'avais jamais été autorisée. Est-ce que l'oncle Denis sera là? Et grand-mère et grand-père, elle a demandé pendant que nous faisions nos valises. Et est-ce que je peux nager dans le lac tous les jours? Oui, à tout ça, j'ai promis, ignorant l'appréhension qui grandissait dans ma poitrine. Et grand-mère a dit que tes cousins viennent aussi. Je n'ai pas mentionné que mon beau-frère Paul, marié à la sœur de mon père, Linda, enregistrerait la réunion pour un documentaire familial. Mon père avait insisté sur la documentation de l'héritage de la famille Thompson, particulièrement les accomplissements de Denis. Pendant que nous roulions vers le chalet, je répétais des mantras calmants dans ma tête. C'est juste 3 jours.
Je peux gérer n'importe quoi pendant 3 jours. Je ne suis plus cette petite fille effrayée. Je protégerai Léa de vivre ce que j'ai vécu. En regardant en arrière, je réalise que j'essayais de me convaincre de quelque chose d'impossible. On ne peut pas protéger quelqu'un des dynamiques toxiques en les plaçant directement en danger. Certaines leçons s'apprennent de la façon la plus difficile possible. Le chalet de la famille Thompson au lac se dressait comme un monument à l'ancien argent et à la prétention, avec son extérieur de cèdre patiné et sa terrasse tentaculaire surplombant le lac Michigan. Alors que je garais notre berline modeste dans l'allée circulaire derrière la BMW brillante de Denis et la Mercedes de mes parents, j'ai ressenti la sensation familière de rétrécissement que j'éprouvais toujours autour de ma famille. Nous sommes arrivés, Léa s'est exclamée, détachant sa ceinture de sécurité avant que j'aie complètement garé. Son excitation était palpable, innocente des sous-courants qui faisaient se tendre mes épaules. « Est-ce que je peux aller voir le lac tout de suite? »« Installons-nous d'abord, » j'ai dit, forçant un sourire, et dis bonjour à tout le monde. La porte d'entrée s'est ouverte alors que nous approchions, révélant ma mère en pantalon de lin pressé et un pull en cachemire malgré la chaleur estivale. Ses cheveux méchés étaient parfaitement coiffés. Pas une mèche hors de place. « Vous voilà, » elle a dit, ses yeux me scrutant de façon critique avant de se poser sur Léa avec plus de chaleur. « Nous commencions à penser que tu avais changé d'avis. Le trafic était dense, j'ai expliqué, acceptant son étreinte raide. C'est bon de te voir, maman. À l'intérieur, la grande pièce bourdonnait de parents arrangeant nourriture et boissons. Mon père se tenait près de la cheminée en pierre, profondément engagé dans une conversation avec mon oncle Robert. Il a levé les yeux, hochant la tête en signe de reconnaissance sans interrompre sa discussion sur les options d'action. Denis et Nathalie ont émergé de la cuisine, son bras drapé possessivement autour de ses épaules. Mon frère avait la carrure de notre père, grand et aux épaules larges, mais ses traits étaient un peu plus tranchants, calculés. Son sourire n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Eh bien, la sœur prodigue revient. Il a annoncé assez fort pour que tout le monde entende. Et avec la petite mademoiselle Léa, tu as grandi depuis la dernière fois que je t'ai vue, gamine. Léa, soudainement timide, s'est pressée contre ma jambe. Bonjour, oncle Denis. Nathalie s'est avancée avec un sourire authentique, contrairement au reste de la famille. Elle avait toujours été gentille avec moi, bien que de la façon soigneusement distante de quelqu'un qui reconnaissait la dynamique familiale, mais ne la remettrait pas en question. C'est merveilleux de vous voir toutes les deux, elle a dit, m'embrassant chaleureusement. Léa, tes cousins sont en bas au quai si tu veux les rejoindre après t'être installée. Maman, est-ce que je peux y aller? Léa a demandé, déjà rebondissant d'anticipation. Après avoir apporté nos sacs à notre chambre, j'ai promis. Denis sirotait son bourbon, me regardant par-dessus le bord de son verre. Tu travailles toujours à cette petite compagnie de marketing? Qu'est-ce que c'est? Assistante de quelqu'un d'important. Assistante administrative, j'ai corrigé, refusant de mordre à l'appât. Eh oui, toujours là. J'ai eu une petite promotion le mois dernier, en fait. Comme c'est bien pour toi, il a répondu avec un enthousiasme fabriqué. Je viens de conclure un accord à 7 chiffres avec Anderson Tech. Papa, est-ce que j'ai mentionné le bonus qu'il me donne? Et comme ça, l'attention s'est déplacée alors que mon père tapotait l'épaule de Denis. C'est mon garçon, visant toujours plus haut. Mon beau-frère Paul installait son équipement de caméra près des grandes fenêtres de la baie. Il m'a fait un signe de tête sympathique en passant. Paul avait épousé dans la famille, mais n'avait jamais complètement adopté leurs valeurs, faisant de lui quelque chose d'un étranger comme moi. Tu prévois capturer le bon côté de tout le monde? J'ai demandé. J'essaye. Il a répondu tranquillement. Ton père veut beaucoup de séquences de Denis parlant de ses accomplissements de carrière. J'ai le micro sans fil installé autour des zones principales pour capturer aussi les conversations naturelles. Notre chambre assignée était la plus petite de la maison, nichée dans le coin le plus éloigné avec une vue sur la propriété voisine plutôt que sur le lac. J'ai aidé Léa à défaire ses bagages. L'écoutant bavarder sur voir ses cousins, les nièces et neveux de Denis du côté de la famille de sa femme. Est-ce que je peux porter mon maillot de bain bleu? Et est-ce que je peux montrer à tout le monde ma nouvelle chanson? J'ai pratiqué toute la semaine. Mon cœur s'est serré. L'enthousiasme débridé de Léa était exactement ce qui avait été écrasé en moi à son âge. Bien sûr que tu peux chanter, ma chérie. Rappelle-toi juste que parfois les adultes parlent, alors trouve un bon moment, d'accord? La première soirée s'est déroulée avec le sous-courant attendu de compétition et de comparaison. Mon père a dominé la conversation du dîner avec des questions sur les derniers accomplissements de Denis, tandis que ma mère commentait tout, de mes cheveux. Ne penses-tu pas qu'il est temps pour une coupe plus professionnelle? À mon éducation, Léa semble très énergique. Ne penses-tu pas qu'un peu de structure serait bon pour elle? J'ai remarqué comment les cousins de Léa, âgés de 7 à 12 ans, reflétèrent déjà la hiérarchie familiale. Ils corrigèrent sa prononciation, roulèrent des yeux quand elle parlait trop fort et l'excluaient de leur jeu avec une politesse pratiquée que les adultes pourraient ne pas remarquer, mais que les enfants ressentent certainement. Après le dîner, en aidant avec la vaisselle, ma tante Linda s'est approchée de moi. « Aurélie, Denis a mentionné que tu as des difficultés depuis le divorce. Nous avons un poste qui s'ouvre dans la salle de courrier de notre compagnie si ça t'intéresse. » « J'apprécie ça, » j'ai dit prudemment. « Mais en fait, je suis en lice pour une autre promotion chez Madison.
Je dirige maintenant une petite équipe de projet. Elle a tapoté mon bras avec incrédulité. Eh bien, l'offre tient. Parfois, nous devons être réalistes sur nos capacités. Plus tard, alors que je bordais Léa au lit, je l'ai trouvée inhabituellement silencieuse. « Tout va bien, ma chérie ?» Elle traçait des motifs sur la courte pointe. La cousine Emma a dit que mon chant était agaçant, et l'oncle Denis m'a dit que les filles ne devraient pas être si bruyantes si elles veulent que les gens les aiment. J'ai avalé difficilement, reconnaissant les motifs familiers se répétant dans une nouvelle génération. « Léa, écoute-moi. Ta voix est belle, et tu as tout le droit d'être entendue. Certaines personnes ne savent tout simplement pas comment apprécier l'enthousiasme. Grand-père a dit que tu étais trop bruyante enfant aussi, et c'est pourquoi tu avais toujours des problèmes. J'ai forcé ma respiration à travers la colère. Eh bien, parfois les adultes ont tort, même les grands-parents. Surtout les parents de ta maman. Elle a gloussé à ça, et j'ai embrassé son front. Demain sera mieux. Nous irons nager et nous amuser, juste nous deux. Mais alors que je restais éveillée dans le lit inconnu, écoutant les rires étouffés de mes parents et frères encore en train de boire en bas, je ne pouvais pas secouer le sentiment que j'avais fait une terrible erreur en amenant Léa ici. Certains environnements sont toxiques, peu importe combien de temps a passé, et le chalet de la famille Thompson au lac s'avérait être exactement cela. Le matin est arrivé avec un soleil brillant, coulant à travers les rideaux fins de notre chambre. Léa s'est réveillée avec son enthousiasme habituel. Les blessures de la veille apparemment oubliées dans la promesse de nager dans le lac et de gaufres pour le petit déjeuner. « Maman, réveille-toi. » L'oncle Paul a dit qu'il prépare un petit déjeuner spécial dans la grande pièce. Elle rebondissait sur le bord de mon lit, déjà habillée dans sa robe d'été bleue préférée, avec des papillons jaunes. J'ai vérifié mon téléphone. 8h17. J'avais espéré dormir plus longtemps après une nuit agitée, mais l'excitation de Léa était contagieuse. D'accord, je suis debout. Laisse-moi m'habiller et nous descendrons ensemble. La grande pièce était ce que mes parents appelaient prétentieusement la grande salle, un espace caverneux avec des plafonds voûtés et un mur de fenêtres surplombant le lac. Elle servait à la fois de salle à manger et d'espace de rassemblement, avec une excellente acoustique qui amplifiait chaque son. Quand Léa et moi sommes arrivés, la plupart de la famille était déjà assemblée. Mon père présidait au bout de la table de chêne massive, journal en main. Ma mère supervisait le personnel de restauration qu'ils avaient engagé pour le week-end. Dieu m'en garde qu'elle cuisine vraiment pour sa famille. Denis et Nathalie étaient assis avec mon père, engagés dans ce qui semblait être une conversation sérieuse sur les investissements immobiliers. « Bonjour », j'ai offert à la pièce en général, recevant des hochements de tête distraits en retour. « Aurélie, le café est sur le buffet », ma mère a dit. « Léa, les enfants mangent à la petite table près de la fenêtre. » J'ai remarqué Paul ajustant discrètement des micros autour de la pièce, se préparant pour une autre journée de tournage de documentaire. Il m'a fait un petit signe de la main pendant que je versais du café. « Tu captures tout le drame familial sur bande ?» J'ai demandé tranquillement. « Ton père veut des interactions familiales authentiques. » Il a répondu avec un regard significatif. « Pour la postérité. » Le petit déjeuner s'est déroulé sans incident au début. Léa a rejoint ses cousins, essayant vaillamment d'entrer dans leur conversation tout en étant subtilement exclue. Je me suis assise avec ma tante Linda et son mari, faisant une conversation polie sur la météo et les valeurs immobilières locales. Environ 30 minutes après le début du petit déjeuner, les enfants ont fini de manger et se sont déplacés vers l'aire de jeu à l'extrémité de la grande salle. Les adultes sont restés à table, la conversation devenant plus forte alors que les mimosas étaient remplis à nouveau. J'ai gardé un œil sur Léa, qui s'était mise à chanter doucement pour elle-même, tout en coloriant dans un livre que j'avais emballé. Graduellement, son chant est devenu plus confiant. C'était une chanson de son dessin animé préféré, quelque chose sur l'amitié et les aventures. Sa douce voix portait dans la pièce conçue acoustiquement, s'élevant occasionnellement au-dessus de la conversation des adultes. J'ai remarqué la mâchoire de Denis se crisper chaque fois que Léa atteignait une note aiguë. Il a lancé plusieurs regards pointus dans ma direction, que j'ai fait semblant de ne pas voir. Mes nièces et neveux avaient abandonné Léa pour jouer à un jeu de société, l'excluant avec une désinvolture pratiquée. Aurélie, ma mère a appelé de l'autre côté de la table. « Ne penses-tu pas que Léa est un peu perturbatrice ?» Avant que je puisse répondre, la voix de Léa s'est envolée dans le refrain de sa chanson, complètement inconsciente de la tension que son bruit joyeux créait. Pour l'amour de Dieu, Denis a murmuré, assez fort pour que les conversations voisines s'arrêtent. « Ne peux-tu pas contrôler ton enfant pendant 5 minutes ?» J'ai commencé à me lever, ayant l'intention de demander tranquillement à Léa de baisser le volume quand tout s'est passé à la fois. Denis a repoussé brusquement sa chaise de la table, sa chaise raclant bruyamment contre le plancher de bois franc. Il s'est dirigé vers l'aire des enfants avec un but dans sa démarche. J'ai bougé pour l'intercepter, mais ma tante m'a posé une question qui m'a retardé de quelques secondes, des secondes qui ont tout changé. Denis a atteint Léa, qui a levé les yeux vers son oncle avec un sourire innocent qui s'est rapidement transformé en choc, alors que sa main se connectait avec sa joue dans une gifle qui a résonné à travers la pièce, soudainement silencieuse. Le temps a semblé se figer. Le petit corps de Léa a basculé vers l'arrière de la force. Son livre de coloriage est tombé au sol. L'empreinte rouge de la main de Denis a fleuri instantanément sur sa joue pâle. Comme mère, comme fille. Toutes les deux sont inutiles.
Denis a dit fort, regardant autour de la pièce comme s'il s'attendait à une approbation. Ne peuvent même pas se comporter correctement en public. La voix de mon père a coupé ma paralysie stupéfaite. Eh bien, elle avait besoin d'apprendre un peu de honte. Il a dit avec un rictus. Les filles de nos jours n'apprennent pas les bonnes manières. Le rire tintant de ma mère a suivi. Aurélie n'a jamais compris la valeur d'une présence silencieuse. J'ai finalement dégelé, me précipitant vers Léa qui avait commencé à sangloter, son petit corps tremblant du choc et de la douleur et de l'humiliation. Alors que je la rassemblais dans mes bras, l'énormité de ce qui venait de se passer s'est écrasée sur moi. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» J'ai sifflé à Denis, qui se tenait là à regarder les bras croisés. Elle a 6 ans. Elle est assez vieille pour apprendre que le monde ne tourne pas autour de son bruit. Il a répondu froidement. Peut-être que si quelqu'un t'avait enseigné cette leçon, tu ne serais pas une secrétaire divorcée élevant une gamine seule. Assistante administrative, j'ai corrigé automatiquement, ma voix tremblant de rage et de choc. Et elle n'est pas une gamine. Elle est un enfant qui chante. Mon père a plié son journal avec précision. Aurélie, tu réagis de façon excessive comme d'habitude. Un peu de discipline n'a jamais fait de mal à personne. Regarde comme Denis a bien tourné comparé à la façon dont tu as gâté cette fille. La pièce était divisée en camps distincts. Ceux ouvertement d'accord avec Denis, ceux mal à l'aise mais silencieux, et Paul, que j'ai soudainement remarqué, se tenait très immobile près de son équipement, son visage pâle. Le microphone. Les micros du documentaire étaient allumés, enregistrant tout. À travers ma fureur et les larmes de ma fille, j'ai réalisé que nous avions une preuve irréfutable de ce qui venait de se passer. Denis a dû le réaliser aussi, parce que ses yeux ont dardé vers Paul et l'équipement d'enregistrement. « Tu sais quoi ?» j'ai dit, me levant avec Léa dans mes bras, son visage enfoui contre mon épaule. « Nous en avons fini ici. Personne ne touche ma fille. Personne. » « Oh, arrête avec les dramaturges, » ma mère a dit de façon méprisante. C'était à peine une tape. « Tu t'embarrasses ?»« Je m'embarrasse ?» J'ai ri incrédule. « Mon frère vient d'agresser une enfant de 6 ans pour avoir chanté et je suis l'embarras ?» Denis a fait un pas vers moi de façon menaçante. « Surveille ta bouche, Aurélie. C'était de la discipline, pas de l'agression. Quelque chose que tu ne connais clairement pas. » J'ai reculé, tenant Léa plus serrée. « Reste loin de nous. Nous partons. Tu fuis encore ?» Denis a crié après moi alors que je me dirigeais vers les escaliers. « C'est tout ce que tu as toujours su faire. » Je n'ai pas répondu, me concentrant plutôt sur amener Léa quelque part en sécurité. Alors que nous atteignions notre chambre, je pouvais entendre le murmure de conversation reprenant en bas, ma famille passant déjà à autre chose de ce qu'ils considéraient comme un incident mineur plutôt que l'acte impardonnable que c'était. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tout avait changé. Les règles d'engagement avaient changé de façon permanente. Mon frère avait franchi une ligne qui ne pourrait jamais être non franchie. Et grâce à l'obsession de mon père de documenter l'héritage familial, j'avais la preuve. Dans notre petite chambre, j'ai doucement placé Léa sur le lit. Ses pleurs avaient diminué en sanglots hoquetants, mais l'empreinte de main rouge sur sa joue restait vive contre sa peau pâle. J'ai pris une des barbouillettes de la salle de bain, les fait couler sous l'eau froide et les soigneusement pressées contre son visage. « Ça fait mal, maman. » Elle a gémi. « Pourquoi l'oncle Denis m'a-t-il frappée? Est-ce que j'étais méchante? » La question a brisé quelque chose en moi. « Non, bébé. Tu n'étais pas méchante. Pas du tout. L'oncle Denis avait tort de te frapper. Très, très tort. Mais grand-père a dit. Grand-père avait tort aussi, j'ai dit fermement, la rassemblant près de moi. Personne ne devrait jamais te frapper, surtout pas pour avoir chanté. Ta voix est belle. Alors que Léa se calmait graduellement, j'ai commencé à faire nos bagages avec des mains tremblantes. Nous devions partir immédiatement. Je n'avais aucun doute que si nous restions, ma famille nous manipulerait toutes les deux, minimisant ce qui s'était passé jusqu'à ce que Léa elle-même commence à questionner ses souvenirs et sentiments. Un coup doux à la porte m'a fait me tendre. « Qui est-ce » j'ai appelé, me positionnant entre la porte et Léa. « C'est Paul » est venue la réponse tranquille. « Est-ce que je peux te parler une minute ?» Seule. J'ai hésité, puis ouvert la porte légèrement. Ce n'est pas un bon moment. Le visage de Paul était tiré d'inquiétude. « Je sais. Écoute, j'ai tout eu sur bande. La gifle, ce que Denis a dit, les commentaires de ton père, tout. » Il a baissé sa voix davantage. « Je peux te faire une copie avant qu'il réalise et me fasse l'effacer. » Une clarté froide m'a envahi. « Tu fais ça ?» Il a hoché la tête. Ce que Denis a fait était de l'agression, pure et simple. Et les autres? Il a secoué la tête de dégoût. Je me suis mariée dans cette famille, mais je n'ai jamais rien vu comme ça. Merci, j'ai chuchoté. Nous partons dès que j'ai fini de faire les bagages. Rencontre-moi près de ma voiture dans 20 minutes. Je téléchargerai une copie de l'audio sur une clé USB pour toi. Après qu'il soit parti, j'ai appelé Tara. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Comment va la réunion de famille de l'enfer? Elle a demandé joyeusement. Denis a frappé Léa, j'ai dit, ma voix se brisant. Il l'a giflé en plein visage pour avoir chanté trop fort. Et mes parents ont ri. Il a quoi? La rage de Tara a explosé à travers le téléphone. Dis-moi que tu pars tout de suite. Je fais mes bagages en ce moment même. Viens directement chez moi, elle a insisté. Ne rentre pas chez toi au cas où ils essaient de te suivre. Au moment où j'ai terminé l'appel,
Léa s'était endormie, épuisée d'avoir pleuré. J'ai fini de faire les bagages rapidement, puis l'ai doucement réveillée. Nous allons rendre visite à tante Tara, j'ai expliqué, utilisant son titre honorifique. Nous devons partir tranquillement. D'accord. Elle a hoché la tête, encore abattue d'une façon qui me brisait le cœur. Alors que nous descendions avec nos sacs, ma mère nous a interceptés dans le foyer. Où penses-tu aller? Elle a demandé. À la maison? J'ai répondu platement. Où pensais-tu qu'on resterait après que Denis ait agressé ma fille? Ne sois pas ridicule. C'était à peine une tape. Tu réagis de façon excessive comme d'habitude. Une tape ne laisse pas d'empreinte de main, j'ai dit, me déplaçant pour qu'elle puisse voir le visage de Léa, où la marque était encore visible malgré la compresse froide. Pendant un moment, quelque chose comme le doute a vacillé dans les yeux de ma mère, mais elle s'est rapidement reprise. Les enfants se font facilement des bleus. Tu fais une scène pour rien. Rien. J'ai ri amèrement. Est-ce que ce serait rien si quelqu'un te giflait pour avoir parlé pendant le petit déjeuner? Ou si je giflais Denis pour être condescendant? C'est différent, elle a insisté. Les adultes n'ont pas besoin de discipline. Les enfants non plus, j'ai contré. Ils ont besoin de guidance et de respect, pas de violence. Mon père est apparu derrière elle. Aurélie, tu es hystérique. Assieds-toi. Prends un verre. Et nous pouvons discuter de ceci rationnellement. Il n'y a rien à discuter, j'ai dit, me dirigeant vers la porte. Nous partons. Si tu sors par cette porte, mon père a averti. N'espère plus d'aide financière. Plus de te renflouer quand tu ne peux pas payer le loyer. La menace flottait dans l'air. Censé me rappeler ma situation financière précaire et ma dépendance à leur aide occasionnelle. Dans le passé, ça aurait pu marcher. Pas aujourd'hui. Gardez votre argent, j'ai dit calmement. Ça ne vaut pas ça. Alors que je guidais Léa vers la porte, Denis est apparu du salon, verre de whisky en main malgré l'heure matinale. Tu fuis comme d'habitude, petite sœur? Tu ne peux pas faire face aux conséquences de ton mauvais parentage. Je me suis arrêtée, le regardant directement dans les yeux. La seule conséquence que j'évite est de permettre à ma fille de penser qu'il est normal que les hommes frappent les enfants. Profite de ta vie parfaite, Denis. J'espère que ça valait la peine de montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Son visage s'est assombri. Est-ce que c'est une menace? Non, j'ai répondu, ouvrant la porte d'entrée. Juste une observation. Comme promis, Paul attendait à côté de sa voiture dans l'allée latérale. Partiellement caché de la maison par un bosquet de pins, il a pressé une petite clé USB dans ma main. L'audio est clair comme le jour, il a dit tranquillement. La gifle de Denis, son commentaire sur vous deux étant inutile. Ton père disant qu'elle avait besoin d'apprendre la honte. Ta mère riant. Tout y est. Je serai prudent sur comment tu l'utilises, cependant. Ils sauront que ça vient de moi. Merci, j'ai chuchoté. Je ne t'impliquerai pas à moins que j'y sois absolument obligée. Le trajet vers l'appartement de Tara était silencieux. Léa somnolent dans son siège d'appoint pendant que je traitais ce qui s'était passé et ce que je devais faire ensuite. Au moment où nous sommes arrivés, un plan se formait dans mon esprit. Tara nous a rencontrés à la porte, enveloppant d'abord Léa puis moi dans des étreintes féroces. J'ai préparé la chambre d'amis pour vous deux, elle a dit. Restez aussi longtemps que vous en avez besoin. Ce soir-là, après que Léa soit endormie dans le lit inconnu, Tara et moi nous sommes assises à sa table de cuisine avec la clé USB et son ordinateur portable. Es-tu sûre de vouloir entendre ça encore? Elle a demandé alors que j'insérais la clé. J'ai besoin de savoir exactement ce qui a été dit, j'ai répondu. Et j'ai besoin d'un témoin qui n'est pas de la famille. L'enregistrement était pire que ce dont je me souvenais. La cruauté désinvolte dans la voix de Denis, alors qu'il nous appelait inutiles, le rictus satisfait audible dans le commentaire de mon père sur la honte, le rire tintant de ma mère. Tout cela peignait une image de gens qui ne voyaient rien de mal à frapper un enfant. Jésus, Tara a chuchoté quand ça s'est terminé. Je savais que ta famille était toxique. Mais ça, je sais. J'ai dit, ma résolution se durcissant. La question est, qu'est-ce que je fais à ce sujet? Tu pourrais aller à la police, elle a suggéré. C'est de l'agression sur mineur, pure et simple. Je pourrais. J'ai convenu. Mais tu sais comment ces choses fonctionnent. Ce serait ma parole contre la leur sans cet enregistrement, qui pourrait même ne pas être admissible. Et il me peindrait comme la mère célibataire instable essayant d'extorquer de l'argent à des parents riches. Alors quoi? Les laisser s'en tirer. J'ai secoué la tête lentement. Non. Denis a franchi une ligne aujourd'hui et il doit y avoir des conséquences. Des vraies. Au cours des jours suivants, pendant que Léa et moi nous ajustions à la vie temporaire chez Tara, j'ai commencé à faire des recherches. D'abord, j'ai emmené Léa chez son pédiatre, Dr. Winters, qui a documenté le bleu qui s'estompait et nous a référé à un psychologue pour enfants. Elle vit des réponses traumatiques. Dr. Winters a expliqué doucement. Cauchemar, attachement excessif, peur des figures d'autorité masculine. Le psychologue l'aidera à traiter ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai consulté Lisa, une amie avocate de l'université, apportant l'enregistrement audio avec moi. C'est assez accablant, elle a dit après l'avoir écouté. En termes d'accusation criminelle, ça pourrait aller dans les deux sens. Un bon avocat argumenterait que c'était une action disciplinaire ponctuelle. Pas de l'abus, mais action civile? C'est une autre histoire. Je ne suis pas intéressée à poursuivre mon frère pour de l'argent, j'ai clarifié. Je comprends.
Lisa a hoché la tête. Mais tu devrais connaître tes options. Et tu devrais savoir que cet enregistrement serait extrêmement dommageable pour quelqu'un avec une réputation publique à protéger. Ce commentaire a déclenché une idée. La position de Denis chez Meridian Financial venait avec une clause de moralité stricte, quelque chose dont il s'était vanté lors de rassemblements familiaux précédents, expliquant comment les cadres étaient tenus à de hauts standards éthiques parce qu'ils géraient des informations clients sensibles. Et si le but n'est pas une poursuite? J'ai demandé lentement. Et si c'est la responsabilité? Cette nuit-là, j'ai commencé à rechercher la vie professionnelle de Denis plus en détail. Sa biographie d'entreprise vantait son implication communautaire, incluant servir au conseil d'administration d'une charité pour enfants et encadrer des jeunes dans des programmes d'affaires. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai créé un plan détaillé pesant chaque action potentielle contre à la fois son efficacité et ses conséquences pour Léa. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la protection et de la justice. C'était s'assurer que Denis comprenne que les actions ont des conséquences, surtout quand ces actions blessent un enfant. Le moment décisif est venu 3 jours après que nous ayons quitté le chalet, quand Léa s'est réveillée en criant d'un cauchemar. L'oncle Denis me poursuivait. Elle a sangloté dans mon épaule. Il voulait me frapper encore parce que je chantais. Alors que je tenais ma fille, la calmant pour qu'elle se rendorme avec des promesses de sécurité, ma décision s'est cristallisée. Denis avait volé à Léa son sentiment de sécurité et sa joie de chanter, la chose qui lui avait apporté tant de bonheur. Il l'avait fait se sentir honteuse de sa voix, exactement comme mes parents me l'avaient fait tout au long de mon enfance. Le cycle devait se terminer. Pas seulement pour Léa, mais pour tout autre enfant qui pourrait expérimenter la discipline de Denis à l'avenir. Le lendemain matin, j'ai mis mon plan en mouvement. Mon plan a commencé avec la documentation. J'ai pris rendez-vous avec Dr. Melissa Garner, le psychologue pour enfants que Dr. Winters avait recommandé. Elle se spécialisait dans les traumatismes de l'enfance et avait de l'expérience à témoigner dans des cas d'abus. Léa montre des signes classiques d'une réponse de stress aiguë. Dr. Garner a expliqué après leur session initiale. Elle vit de l'anxiété autour des figures d'autorité masculine, des troubles du sommeil et de la réticence à s'engager dans des activités qu'elle appréciait auparavant, particulièrement le chant. « Est-ce qu'elle ira bien ?» j'ai demandé, le poids de l'inquiétude maternelle pressant sur ma poitrine. « Les enfants sont remarquablement résilients avec un soutien approprié », elle m'a assuré. Mais ce qui lui est arrivé était un traumatisme significatif, pas un incident disciplinaire mineur, comme votre famille semble le croire. J'aimerais la voir chaque semaine pendant un moment. Dr. Garner a fourni une évaluation écrite documentant les symptômes de Léa et leurs causes. Cela est devenu la première pièce de preuve dans mon dossier grandissant. Ensuite est venu le rapport de police. L'officier qui a pris ma déclaration était compatissant, mais réaliste. Sans blessure visible ou témoin indépendant, cela serait typiquement difficile à poursuivre. L'officier Jenkins a expliqué « La discipline familiale tombe dans une zone grise légalement. » Mais avec l'enregistrement audio, elle a fait une pause, venant juste d'écouter la preuve. Ça change les choses. Ce rapport établit un dossier formel de l'incident, ce qui pourrait être important plus tard. Mon téléphone avait bourdonné constamment avec des messages des membres de la famille. Les textos de ma mère oscillaient entre la culpabilisation « Tu brises le cœur de ton père avec ce drame » et la minimisation « C'était juste une petite gifle, pour l'amour du ciel. » Denise était passée du mépris « Remets-toi » aux menaces « Tu regretteras d'en faire toute une histoire ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai créé une version soigneusement éditée de l'enregistrement audio, pas manipulée, mais coupée pour inclure seulement les moments critiques. La gifle de Denis, le son était indubitable, son commentaire inutile, la déclaration de mon père sur Léa ayant besoin d'apprendre un peu de honte, et le rire de ma mère. Je n'ai ajouté aucun commentaire, laissant leurs actions et mots parler d'eux-mêmes. Puis j'ai pris une profonde respiration et envoyé ce clip édité, avec un compte-rendu factuel et non émotionnel de ce qui s'était passé, à 3 destinataires stratégiques. D'abord, au conseil d'administration chez Meridian Financial, où Denis servait comme vice-président. Deuxième, au leadership de la Fondation Avenir des enfants, où Denis siégeait au conseil d'administration. Troisième, aux organisateurs du programme de mentorat des leaders d'affaires de Westlake, où Denis travaillait régulièrement avec des étudiants du secondaire. Chaque message était professionnel et retenu, expliquant que je me sentais éthiquement obligée de partager cette information, étant donné les positions d'influence de Denis avec les enfants et dans la communauté. J'ai demandé la confidentialité concernant mon identité comme source, citant des préoccupations pour la vie privée de ma fille. « Es-tu sûre de ça ?» Tara a demandé alors que je survolais le bouton d'envoi sur le dernier email. Il n'y a pas de retour en arrière. « Je suis sûre », j'ai répondu, pensant à la question larmoyante de Léa. Est-ce que j'étais méchante? Aucun enfant ne devrait jamais questionner sa valeur, parce qu'un adulte ne pouvait pas contrôler son tempérament. Denis a fait son choix quand il a giflé une enfant de 6 ans pour avoir chanté. Ce ne sont que les conséquences. En quelques heures, mon téléphone a explosé de notifications. Denis avait découvert ce que j'avais fait. Je suspecte qu'un des membres du conseil l'avait contacté immédiatement. Ces messages sont passés de menaçants à paniqués. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Le conseil a appelé une réunion d'urgence. Il parle de me suspendre en attendant l'enquête. Tu dois leur dire que c'est un malentendu familial tout de suite.
Mes parents ont rejoint le barrage. Le message de mon père était froidement furieux. Tu as trahi cette famille pour de l'attention. Celui de ma mère de plus en plus désespéré. S'il te plaît, appelle-nous. Nous pouvons arranger ça ensemble. Je les ai tous bloqués. Paul a appelé ce soir-là. Sa voix chuchotait. Denis perd la tête chez tes parents. Ils savent que j'ai tout enregistré. Mais ils ne savent pas que je t'ai donné une copie. Denis menace de te poursuivre pour diffamation. Qu'il essaie, j'ai répondu calmement. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Tout ce que j'ai fait était partager ces vraies paroles et actions avec des gens qui devraient les connaître. Tes parents disent que tu es instable, que tu as toujours été jalouse de Denis. Ils essaient de convaincre tout le monde que c'est à propos du divorce et de l'argent. J'ai ri sans humour. Bien sûr qu'ils le font. C'est plus facile que d'admettre que leur enfant chéri a frappé un enfant de maternelle pour avoir chanté trop fort. Le lendemain matin a apporté un appel inattendu d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Nathalie, la femme de Denis, Aurélie. Sa voix sonnait tendue. Pouvons-nous nous rencontrer? Quelque part de privé? Nous avons arrangé de nous rencontrer dans un café à mi-chemin entre nos maisons. Quand Nathalie est arrivée, j'ai été choquée par son apparence. Toujours méticuleusement arrangée, elle semblait maintenant épuisée, avec des cernes foncées sous des yeux rougis. J'ai entendu l'enregistrement. Elle a dit sans préambule, se glissant dans le box en face de moi. Paul l'a joué pour Linda, et elle m'a appelée. J'ai attendu, incertaine où cette conversation se dirigeait. J'ai besoin de savoir si... Elle a hésité, tordant son alliance. Était-ce la première fois que Denis a fait quelque chose comme ça? Aléa? Oui, j'ai confirmé. Mais son tempérament a toujours été là, juste habituellement dirigé vers moi. Elle a hoché la tête lentement. Il a un tempérament à la maison aussi. Jamais physique avant, mais... Elle a regardé son café. La façon dont il a parlé à Léa. Les choses qu'il a dites sur vous deux étant inutiles. J'ai entendu ce ton avant. Dirigé vers moi. Quelque chose a changé dans ma compréhension. Nathalie? Ça va? Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne sais plus. Quand tout a commencé à se passer avec son travail et le conseil de charité, il a jeté un verre à travers la cuisine. A dit que c'était ma faute de ne pas l'avoir défendu auprès de mon père, qui est ami avec un des directeurs de Méridian. J'ai tendu la main à travers la table et serré sa main. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu te blesser. Tu ne l'as pas fait. Elle a dit fermement. Denis l'a fait. Et peut-être que j'avais besoin de voir qui il est, vraiment. Elle a redressé ses épaules. Je lui ai dit que je reste chez ma sœur pendant un moment. Il a besoin d'obtenir de l'aide pour sa colère. Alors que Nathalie et moi nous séparions. Un texto est arrivé de Grace, ma superviseure chez Madison Marketing. Je viens de recevoir un appel étrange de quelqu'un nommé Denis Thompson, posant des questions sur ton emploi. Il a dit qu'il était une référence potentielle. Je n'ai partagé aucune information. Tout va bien? Mon frère tentait clairement un contrôle des dégâts en fouillant dans ma vie pour des munitions de contre-attaque. J'ai expliqué la situation brièvement à Grace, incluant lui envoyer le clip audio comme précaution contre tout contact ultérieur de ma famille. Sa réponse était immédiate et soutenante. C'est horrible. Prends tout le temps que tu as besoin pour ta fille. Ton travail est sécurisé. Et s'il contacte quelqu'un d'autre ici, nous nous en occuperons de façon appropriée. Les conséquences professionnelles pour Denis se sont accumulées rapidement. À la fin de la semaine, Meridian Financial l'avait placé en congé administratif en attendant une enquête interne. La Charité pour enfants l'avait retiré de leur conseil immédiatement, citant leur politique de tolérance zéro concernant le bien-être des enfants. Le programme de mentorat avait mutuellement convenu de mettre en pause son implication. La réponse communautaire était également rapide une fois que l'histoire a commencé à circuler. Des parents de l'école de Léa, des voisins, et même des connaissances distantes ont tendu la main avec des messages de soutien. Beaucoup ont partagé leurs propres histoires d'abus familial minimisées comme discipline. Une petite communauté de survivants s'est formée autour de nous, offrant à la fois de l'aide pratique et de la solidarité émotionnelle. Denis a tenté de contrôler le récit à travers des connexions mutuelles, prétendant que j'avais manipulé l'enregistrement et utilisé Léa comme pion dans un désaccord familial sur l'argent. Peu l'ont cru une fois qu'ils ont entendu l'audio non édité. Mon téléphone a sonné encore. Cette fois, mon beau-frère Paul. « Je voulais juste que tu saches », il a dit tranquillement. Plusieurs autres membres de la famille m'ont approché en privé pour dire qu'ils avaient vu Denis être physiquement agressif avec ses nièces et neveux avant. Ils avaient trop peur de la réaction de tes parents pour parler, mais ils te soutiennent maintenant. La révélation que le comportement de Denis aurait pu affecter d'autres enfants dans la famille a renforcé ma résolution. Ce n'était plus juste à propos de Léa. C'était à propos de briser un modèle d'abus déguisé en discipline qui avait potentiellement blessé plusieurs enfants et en aurait blessé plus s'il était resté non contrôlé. Alors que les conséquences de ces actions devenaient de plus en plus publiques, les tentatives de Denis de me contacter sont devenues plus désespérées. Il oscillait entre la rage et la manipulation, les menaces et les plaidoyers pour la loyauté familiale. J'ai maintenu mon silence, me concentrant plutôt sur la guérison de Léa et notre chemin vers l'avant. La fondation avait été posée. La vérité était à découvert, documentée et indéniable. Ce qui se passait ensuite dépendrait de comment Denis et mes parents choisiraient de répondre à cette vérité et s'ils pourraient finalement reconnaître le mal qu'ils avaient causé. À la 3e semaine après l'incident,
Les conséquences des actions de Denis avaient ondulé à travers sa vie professionnelle et personnelle. L'enquête de Meridian Financial s'est conclue par sa rétrogradation de vice-président à un rôle sans contact client, une descente significative en statut et compensation. La charité pour enfants l'avait définitivement retiré de leur conseil. Le plus douloureux pour son ego, l'histoire avait circulé parmi son cercle social prestigieux, résultant en questions embarrassantes et invitations à dîner annulées. J'ai appris la plupart de cela à travers Paul, qui était devenu un allié inattendu. Tes parents sont en mode contrôle des dégâts. Il a rapporté pendant un de nos appels. Ils disent à tout le monde que tu as toujours été instable et jalouse du succès de Denis. Ce n'est pas surprenant, j'ai répondu, ayant anticipé cette réaction. Ils ont utilisé ce récit toute ma vie. Ce que je n'avais pas anticipé était la division familiale qui a émergé. La sœur de ma mère Catherine m'a appelé directement. Sa voix normalement réservée, tendue d'émotion. J'ai vu Denis gifler ta petite fille. Elle a admis. J'étais de l'autre côté de la pièce et je n'ai pas intervenu. J'ai eu honte de mon silence depuis. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? J'ai demandé. Parce que tes parents demandent à la famille de présenter un front uni contre toi, prétendant que tu exagères ce qui s'est passé. Je ne peux pas faire partie de ce mensonge. Ce que Denis a fait était mal et leur réaction était pire. Catherine n'était pas seule. Graduellement, d'autres parents ont tendu la main, certains offrant du soutien, d'autres simplement reconnaissant qu'ils avaient été témoins de l'incident et confirmant mon compte rendu. La famille se fracturait le long de lignes morales plutôt que de liens de sang. Pendant ce temps, Léa faisait des progrès avec Dr. Garner. Les cauchemars avaient diminué, bien qu'elle devienne encore anxieuse autour des voix masculines fortes. Le plus encourageant, elle avait recommencé à chanter, tranquillement au début, puis avec une confiance grandissante, alors que je renforçais constamment que sa voix était belle et bienvenue dans notre maison. Pendant des semaines après l'incident, ma grand-mère Marthe, la mère de mon père et la matriarche de la famille, a convoqué tout le monde chez elle. Ça a assez duré, elle a déclaré au téléphone. Je veux les deux côtés de l'histoire. Et je veux que la famille fasse la paix. Il n'y a pas deux côtés à frapper un enfant, grand-maman, j'ai répondu. Peut-être pas, elle a concédé, me surprenant. Mais il doit y avoir une résolution. Dimanche à 14h. Je m'attends à ce que tu sois là. J'ai consulté Dr. Garner sur s'il fallait amener Léa à cette réunion de famille. Son conseil était clair, absolument pas. C'est une affaire d'adulte maintenant, et elle ne devrait pas être exposée aux conflits potentiels ou être demandée de revivre son traumatisme. Tara a accepté de garder Léa pendant que j'assistais à la réunion seule. Alors que je roulais vers la maison victorienne tentaculaire de ma grand-mère, l'anxiété nouait mon estomac. Je n'avais pas vu mes parents ou Denis depuis le chalet. Comment se comporteraient-ils maintenant que leur enfant chéri avait fait face aux conséquences réelles de ses actions? La tension dans le salon formel de ma grand-mère était assez épaisse pour la couper avec un couteau. Mes parents étaient assis raides sur le sofa antique. Le visage de ma mère, un masque de composure qui ne pouvait pas tout à fait cacher sa fureur. Denis et Nathalie étaient assis séparément, elle dans un fauteuil près de la fenêtre, lui appuyé contre le manteau de cheminée, les yeux injectés de sang. Diverses tantes, oncles et cousins adultes remplissaient les sièges restants, leur bavardage habituel remarquablement absent. Ma grand-mère est entrée en dernier, s'appuyant sur sa canne, mais rayonnant d'autorité à 87 ans. J'ai vécu assez longtemps pour voir 5 générations de cette famille. Elle a commencé sans préambule. Et je n'ai jamais été plus déçue qu'aujourd'hui. Mon père s'est redressé. Mère, si tu voulais juste écouter notre côté. Henri, je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas sénile. Elle l'a coupé sèchement. Paul a été assez bon pour partager l'enregistrement avec moi. J'ai entendu exactement ce qui s'est passé. La pièce est tombée silencieuse. Ma grand-mère s'est tournée vers Denis. Tu as frappé un enfant, une enfant de 6 ans, pour avoir chanté. Puis tu as insulté à la fois elle et sa mère. Ton comportement était inexcusable. Le visage de Denis a rougi. Ce n'était pas si fort comme gifle. Tout le monde réagit de façon excessive. Tais-toi, grand-mère a aboyé. Quand un homme adulte frappe un enfant, la force est sans importance. C'est la violation de confiance, l'abus de pouvoir. Elle s'est tournée vers mes parents, et vous deux l'avez encouragée. Vous en avez ri, vous l'avez rejeté. Le composure de ma mère s'est fissuré. Marthe, tu ne comprends pas. Aurélie a toujours été difficile, toujours en train d'exagérer. Élise, ma grand-mère a interrompu. J'ai élevé ton mari. Je sais exactement où Denis a appris ce comportement. Son regard s'est déplacé vers mon père, dont le visage était devenu pâle. Henri était discipliné durement par son père. Trop durement. Je regrette chaque jour de ne pas l'avoir arrêté. Je ne ferai pas cette erreur encore. Un silence lourd est tombé sur la pièce. Mon père fixait ses mains. Aurélie, ma grand-mère a continué. Tu as fait ce que j'aurais dû faire il y a des décennies. Tu as protégé ton enfant, même à grands coups personnels. Pour ça, tu as mon respect. Je ne m'attendais pas à cette alliance et me suis trouvée momentanément sans voix. Cela dit, elle a continué, cette famille se trouve maintenant à un carrefour. La guérison est possible, mais seulement avec la responsabilité. Denis a repoussé du manteau de cheminée. Responsabilité? J'ai été publiquement humiliée, rétrogradée au travail,
expulsée du conseil de charité que j'ai aidé à construire. N'est-ce pas assez de punition pour une gifle? J'ai finalement trouvé ma voie. Ce n'est pas à propos de punition, Denis. C'est à propos de reconnaître ce que tu as fait et son impact. Léa fait des cauchemars. Elle a arrêté de chanter, la chose qui lui apportait de la joie. Elle m'a demandé si elle était méchante. Ma voix s'est brisée. Une enfant de 6 ans pensait qu'elle méritait d'être frappée parce que les adultes en qui elle avait confiance lui ont fait croire qu'elle avait tort d'utiliser sa voix. Je ne voulais pas dire Denis a commencé puis s'est arrêté, semblant vraiment perdu. C'est exactement ça, j'ai continué. Tu ne voulais pas dire la traumatiser. Tu voulais juste la contrôler. La rendre petite et silencieuse, comme cette famille a toujours essayé de me contrôler et de me diminuer. Mais les intentions n'effacent pas l'impact. Mon père s'est levé brusquement. C'est ridicule. Nous avons indulgé ce drame assez longtemps. Denis a fait une erreur, oui, mais Aurélie a délibérément détruit sa réputation par dépit. Non, Henri, ma grand-mère a dit fermement. Aurélie a montré aux gens qui Denis est vraiment. Il a détruit sa propre réputation par ses actions. Je ne peux pas croire que tu prennes son parti, ma mère s'est exclamée. Je prends le parti de cet enfant. Grand-mère a répondu. Comme vous tous devriez. La confrontation a escaladé à partir de là. Des années de ressentiment et de dysfonctionnement ont coulé alors que les membres de la famille parlaient finalement leur vérité. Tante Catherine a décrit avoir été témoin de la discipline dure de mon père envers moi enfant, tandis que Denis ne recevait que des conseils doux. La cousine Jennifer a révélé que Denis avait tordu le bras de son fils lors d'une réunion précédente pour avoir répliqué. L'oncle Robert a admis qu'il avait vu Denis pousser un associé d'affaires pendant un jeu de golf, mais n'avait rien dit parce que c'est juste comme ça que les hommes gèrent les désaccords. Un modèle a émergé, un de l'agression non contrôlée de Denis et de l'habitude consistante de mes parents d'encourager son comportement. Avec chaque révélation, le visage de Denis s'assombrissait, tandis que les dénis de mes parents devenaient moins convaincants. Nathalie a finalement parlé, sa voix silencieuse mais stable. Je dépose pour séparation. La pièce est retombée silencieuse. Quoi? Denis s'est tourné vers elle, vraiment choqué. Cet incident m'a forcé à reconnaître des choses que j'ignorais depuis des années. Elle a continué. La façon dont tu me parles quand tu es en colère. Les choses que tu jettes. La peur que je ressens quand j'entends ta voiture dans l'allée après que tu aies bu. Je ne t'ai jamais frappé. Denis a protesté. Non, elle a convenu. Mais en entendant comment tu as parlé à Léa et Aurélie, voyant comment tes parents l'ont minimisé, j'ai soudainement compris où notre relation se dirigeait. Ma mère a fait une dernière tentative pour sauver la situation. Nathalie, chaque mariage a des passages difficiles. Tu ne peux pas jeter des années ensemble par-dessus un incident regrettable. Ce n'est pas un incident. Nathalie a répondu. C'est un modèle. Et je n'attendrai pas jusqu'à ce que ça escalade davantage. La réunion a continué pendant près de 3 heures. À la fin, plusieurs choses étaient redevenues claires. La famille ne serait jamais la même. Des lignes avaient été tracées basées sur les valeurs plutôt que le sang. Denis avait perdu bien plus qu'un titre professionnel. Il avait perdu le système de soutien inébranlable qui l'avait protégé des conséquences toute sa vie. Mes parents faisaient face à un choix. Reconnaître leur rôle dans l'encouragement du comportement toxique ou perdre des relations avec plusieurs membres de la famille, incluant leur seule petite fille. Alors que le rassemblement se terminait, ma grand-mère a pris ma main. Ça prendra du temps, elle a dit doucement. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, surtout dans les familles avec de tels modèles enracinés. Mais ça a commencé. Et c'est quelque chose. Dans les semaines qui ont suivi, les conséquences ont continué à se dérouler. L'entreprise de Denis a émis une déclaration publique sur leur engagement envers les valeurs familiales et la conduite éthique, se distançant implicitement de lui sans le nommer directement. Il était requis d'assister à une thérapie de gestion de la colère comme condition d'emploi continue. Nathalie a déménagé de leur maison et déposé des papiers de séparation officielle, le premier pas vers le divorce. Dans une rencontre de café qui nous a laissés toutes les deux en larmes, elle m'a confié qu'elle avait fait 2 fausses couches pendant leur mariage et se demandait maintenant si le stress de marcher sur des œufs autour du tempérament de Denis avait contribué. Mes parents ont fait des tentatives hésitantes et maladroites de réconciliation, clairement motivées plus par le contrôle des dégâts que par un remords authentique. Ma mère a appelé avec une invitation à dîner qui n'incluait aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Mon père a envoyé un email qui caractérisait toute la situation comme un malentendu gonflé hors de proportion. J'ai maintenu des frontières fermes, rendant clair que toute relation à l'avenir nécessiterait une reconnaissance du mal fait à Léa et des étapes concrètes pour assurer sa sécurité et son bien-être émotionnel en leur présence. Les changements les plus profonds, cependant, se sont passés en moi. La femme qui avait autrefois accepté le mauvais traitement comme son dû se tenait maintenant fermement dans son pouvoir. La mère qui avait amené son enfant dans un environnement toxique dans l'espoir de connexion familiale reconnaissait maintenant que la vraie famille est définie par l'amour et le respect, pas le sang et l'obligation. 6 mois après l'incident, je me suis assise dans le bureau de Dr Garner pour une mise à jour des progrès sur la thérapie de Léa. Elle va remarquablement bien, la psychologue a partagé. Les enfants sont résilients, surtout quand ils ont un attachement sécurisé à un soignant protecteur. Tu as tout fait bien, Aurélie. Je ne l'ai pas protégée du traumatisme initial, j'ai souligné. La culpabilité familière refaisant surface. Mais tu as répondu parfaitement après, Dr Garner a contré.
Tu as validé ses sentiments, l'as retiré du danger, lui as obtenu le soutien approprié et as tenu le perpétrateur responsable. C'est pourquoi elle guérit. Alors que je rentrais chez moi, j'ai réfléchi sur les cadeaux inattendus qui avaient émergé de ce chapitre douloureux. Une voix plus forte et plus confiante, des frontières plus saines, la connaissance que je pouvais protéger ma fille, même contre une opposition puissante. Et peut-être le plus surprenant, des connexions authentiques avec des membres de la famille qui partageaient mes valeurs plutôt que simplement mon ADN. Le chemin vers l'avant restait compliqué. La guérison prendrait du temps pour tous les impliqués. Mais pour la première fois de ma vie, je marchais ce chemin selon mes propres termes, avec la tête haute et la main de ma fille fermement dans la mienne. 6 mois après que Denis ait giflé Léa au chalet, nos vies s'étaient transformées de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Notre petit appartement, autrefois symbole de mes difficultés financières post-divorce, était devenu un vrai sanctuaire, rempli de rire, de musique et surtout de sécurité. La récupération de Léa continuait à m'émerveiller. Dr Garner avait réduit nos sessions à des vérifications mensuelles, notant que la résilience de Léa était remarquable. Elle chante encore. J'ai partagé pendant notre dernier rendez-vous un mouvement serrant ma gorge. Pas juste à la maison, mais elle a rejoint la chorale d'enfants au centre communautaire. C'est un progrès significatif, Dr Garner a souri. Ça signifie qu'elle n'associe plus sa voix avec la punition ou la honte. L'incident avait créé des ondulations qui s'étendaient bien au-delà de notre famille immédiate. Denis avait été requis de compléter une thérapie de gestion de la colère comme condition de son emploi continu, bien que sa trajectoire de carrière ait été définitivement altérée. L'enfant chéri d'autrefois occupait maintenant un poste de bureau arrière avec peu de contacts clients. Son mariage n'avait pas survécu à l'examen qui avait suivi ses actions. Nathalie a déposé pour divorce 3 mois après leur séparation, citant des différences irréconciliables publiquement, mais partageant avec moi en privé que l'incident avec Léa l'avait forcée à reconnaître l'abus émotionnel qu'elle avait normalisé dans leur relation. Je continue à penser à ce qui serait arrivé si nous avions eu des enfants. Elle a confié pendant un de nos déjeuners maintenant réguliers. Est-ce que j'aurais reconnu ça alors? Ou est-ce que je l'aurais encouragé comme tes parents ont fait? Ma relation avec mes parents restait compliquée. Après plusieurs tentatives de balayage sous le tapis qui avaient échoué, ils avaient accepté à contre-cœur la thérapie familiale. Notre première session avait été tendue, avec mon père tentant de contrôler le récit et ma mère alternant entre larmes et commentaires passifs-agressifs sur la loyauté familiale. La réconciliation nécessite la responsabilité. Le thérapeute familial avait déclaré fermement et la responsabilité commence par reconnaître le mal. Il a fallu 3 sessions avant que mon père admette avec difficulté visible. J'aurais dû arrêter Denis au lieu de l'encourager. Ce qu'il a fait à Léa était mal. Ma mère a pris plus longtemps, luttant pour abandonner son rôle de pacificatrice familiale et d'agent facilitateur. Je voulais juste que tout le monde s'entende. Elle a expliqué en larmes dans notre 5e session. J'ai toujours adouci les choses. C'est ce que les mères font. Non, j'ai contré doucement. Les mères protègent leurs enfants, même quand c'est difficile, même quand ça perturbe la paix. Le progrès avec mes parents se mesurait en petits pas. Ils n'avaient pas encore gagné le droit à du temps non supervisé avec Léa, mais nous avions établi un horaire de visite brève et structuré qui avait lieu dans des lieux neutres. Pendant ces rencontres, j'observais des changements subtils. Mon père faisant des efforts pour s'engager avec Léa, selon ses termes, plutôt que d'imposer ses attentes. Ma mère se reprenant avant de faire des commentaires critiques. La division familiale qui a émergé après la confrontation chez ma grand-mère avait initialement été douloureuse, mais s'est finalement révélée guérissante. Les parents qui avaient été témoins de générations de comportements toxiques ont finalement dit leur vérité, créant des connexions authentiques basées sur des valeurs partagées plutôt que des liens de sang obligatoires. Ma grand-mère, à 87 ans, était devenue une alliée inattendue et une avocate. J'ai fait des erreurs avec ton père. Elle a reconnu pendant une de nos visites de thé hebdomadaires. J'ai vu les signes, mais me suis dit que c'est juste comme ça que les hommes étaient à cette époque. Quand j'ai reconnu les dégâts, les modèles étaient établis. Sa franchise m'a aidé à comprendre la nature générationnelle de notre dysfonctionnement familial sans l'excuser. Plus important, ça a renforcé ma résolution d'assurer que ces modèles se terminent avec moi. Ma carrière avait pris un tournant surprenant aussi. La confiance que j'ai trouvée en me levant pour Léa s'est traduite dans ma vie professionnelle. Quand un poste de gestion de projet s'est ouvert chez Madison Marketing, j'ai postulé malgré croire que c'était au-delà de mes qualifications. À ma surprise, j'ai eu le travail. Ta gestion de la crise avec ta fille a montré des qualités de leadership exceptionnelles. Grace a expliqué pendant mon entrevue de promotion. Tu étais stratégique, as maintenu une communication claire sous pression et as démontré une intégrité remarquable. Ce sont exactement les compétences dont nous avons besoin dans ce rôle. Le salaire augmenté signifiait que nous n'avions plus besoin d'assistance financière de mes parents, retirant le dernier levier de contrôle qu'ils avaient tenu sur ma vie. Peut-être le développement le plus inattendu est venu à travers un groupe de soutien que j'ai rejoint pour les parents naviguant le traumatisme familial. Partager mon expérience a mené d'autres à divulguer des histoires similaires, créant une communauté de soutien mutuel et de compréhension. Avec l'encouragement de l'animateur du groupe, j'ai commencé à parler dans des ateliers de parentage locaux sur reconnaître et adresser la toxicité familiale.
Ton histoire résonne parce que c'est à propos de plus qu'un incident, l'animateur a expliqué. C'est à propos de briser les modèles générationnels et choisir le bien-être de ton enfant par-dessus les attentes familiales. C'est quelque chose avec quoi beaucoup de gens luttent. Un matin d'automne croustillant, exactement 7 mois après l'incident du chalet au lac, nous avons tenu un petit rassemblement dans notre appartement, ce que Léa appelait notre célébration de famille choisie. Tara était là, avec Paul et ses enfants Hill et Linda s'étaient séparés. Une autre victime du règlement de compte familial, Nathalie, est venue avec sa sœur. Quelques collègues du travail nous ont rejoints, comme plusieurs membres de notre groupe de soutien. Le plus surprenant, ma grand-mère est arrivée avec une Élise qui avait l'air hésitante à sa suite. Ma mère avait demandé à venir, sa première ouverture indépendante depuis que tout s'était passé. Alors que tout le monde se mêlait dans notre salon modeste, Léa a tiré sur ma manche. « Maman, est-ce que je peux chanter la chanson maintenant ?» Elle a chuchoté. « Es-tu sûre que tu veux ?» J'ai demandé, sachant ce que ça signifiait pour elle. Elle a hoché la tête avec détermination. J'ai appelé l'attention de tout le monde alors que Léa prenait sa position près de la fenêtre, la lumière du soleil illuminant son visage. La pièce est tombée silencieuse alors qu'elle commençait à chanter. Pas la chanson thématique de dessin animé qui avait déclenché la violence de Denis, mais une ballade simple pour enfants sur le courage et trouver sa voie. Sa douce voix a rempli notre maison sans excuse ni peur. La regardant, se tenant droite, les yeux brillants de confiance, j'ai senti les larmes venir à mes yeux. C'était la vraie mesure de notre guérison. Pas juste survivre au traumatisme, mais récupérer la joie de l'autre côté. Quand elle a fini, la pièce a éclaté en applaudissements. Ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Elle a une belle voix. Elle a dit tranquillement « J'aurais dû dire quelque chose ce jour-là. » Oui, tu aurais dû, j'ai convenu. Mais ce qui compte maintenant, c'est ce que nous disons et faisons tous en allant de l'avant. Ce soir-là, après que nos invités soient partis et que Léa soit bordée au lit, je me suis assise sur notre petit balcon regardant le coucher du soleil. Les 7 derniers mois avaient été les plus difficiles et transformateurs de ma vie. J'avais perdu certaines connexions familiales, mais gagné des authentiques. J'avais fait face à l'incertitude financière, mais trouvé la croissance professionnelle. Le plus important, j'avais montré à Léa qu'elle valait la peine d'être protégée à tout prix. Le voyage n'était pas fini. Il y aurait plus de conversations difficiles, plus de frontières à établir et maintenir, plus de travail à faire en thérapie pour nous deux. Mais pour la première fois de ma vie, je faisais face au futur sans l'ombre de la toxicité familiale assombrissant mon chemin. La gifle de Denis était censée faire taire un enfant. Au lieu de cela, elle avait donné une voix à des générations de vérités supprimées. En essayant de rendre Léa petite, il avait par inadvertance aidé à découvrir à quel point je pouvais être forte. Comme mère, nous ne pouvons pas toujours empêcher nos enfants de vivre de la douleur, mais nous pouvons leur montrer comment y répondre avec dignité et courage. Nous pouvons démontrer que la vraie force ne réside pas dans dominer les autres, mais dans se tenir fermement dans notre propre vérité. Même quand nous nous tenons seuls. Mon frère a giflé ma fille pour être trop bruyante. Mes parents ont ri. Et dans ce moment terrible, ils m'ont enseigné la leçon la plus précieuse de ma vie, que certains liens familiaux doivent être coupés pour que la guérison commence, tandis que d'autres peuvent être retissés en quelque chose de plus fort et plus beau qu'avant. Avez-vous déjà eu à choisir entre les attentes familiales et protéger quelqu'un de vulnérable? Qu'auriez-vous fait dans ma situation? Rappelez-vous que vous méritez d'être entendu, d'occuper l'espace, et d'utiliser votre voix sans honte, exactement comme Léa a finalement appris à le faire.